Bonjour à tous et bienvenue dans ce live spécial Béour. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à aller dans le chat pour partager vos avis, vos opinions. Si vous faites aussi du Béour, pourquoi pas nous parler de votre expérience et réagir à ce qu'on dit ici. Alors notre invité aujourd'hui est Emmanuel D'Angelo des Dragons d'Armes. Bonjour Emmanuel. Coucou, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as choisi de faire du Béour? Et en même temps un petit peu nous expliquer ce qu'est la discipline. Alors, je m'appelle Emmanuel. Dans la vie, je suis dessinateur industriel. Pourquoi est-ce que j'ai commencé, comment est-ce que j'ai découvert le Béour? En gros, je voulais faire un sport type escrime, mais qui se rapprochait plus du Moyen-Âge par rapport au fleuret ou des choses comme ça. Et aussi, je trouvais que être forcé d'être juste sur une seule ligne et faire de la touche, ça m'intéressait moins. Du coup, je me suis dit peut-être que le kendo serait plus sympa parce que le kendo, ça bouge quand même plus, mais c'est quand même très, très, très encadré, c'est très codifié. Et en recherchant, j'ai découvert le Béour où c'était plus, pas les règles, en gros, c'est de ne pas faire mal aux autres, quoi, principalement. Donc, si on respecte les règles de base, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un club sur Liège, en plus. Les Dragons d'Armes, justement. Donc, exactement. Tu m'as expliqué que tu avais participé à un championnat d'Espagne, d'Europe, Oui. de Belgique, pardon. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé? Il y a 2 semaines, il y avait le championnat de Belgique. Oui. Et la semaine encore avant, on a fait le championnat d'Espagne. Enfin, le championnat du monde qui est en Espagne. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, tu y as participé. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as décroché des victoires? Raconte-nous un peu l'ambiance sur place. Alors, je n'ai pas si pas parler de celui d'Espagne parce que celui de Belgique, c'était le premier championnat de Belgique qu'on faisait, donc c'était un petit peu en mode prototypage, on va dire. En Espagne, il faisait chaud, il faisait 30 degrés, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré en Espagne, c'est le mois où on se met en armure et qu'on se tape dessus. Ah ouais. Au soleil. Le championnat, il faut y être pour pouvoir commencer, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. On était tous contents d'y retourner parce que ça faisait, avec le Covid et la guerre en Ukraine, on avait facilement eu 3 ou 4 ans sans faire de championnat du monde. Ouais, c'est loin ça. Et tout le monde était très content de se retrouver de nouveau et de retrouver cette ambiance-là. Et est-ce qu'il y avait d'autres équipes de Belgique, par exemple, avec toi? Pour la Belgique, non, malheureusement, parce que comme le championnat était confirmé un petit peu sur le tard, beaucoup n'ont pas su prendre leur congé, etc. Mais sinon, dans les pays, il y avait, je vais sûrement l'oublier, il y avait la France, il y avait forcément l'Espagne, ils étaient là, il y avait Portugal, il y avait Belgique, il y avait Luxembourg, il y avait Allemagne. Continent américain, il y avait beaucoup de pays aussi. Il y avait Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine aussi. Et j'ai oublié 2-3 pays dans le tas. Mais oui, il y avait des gens. De pays représentés du coup. Ouais. Beaucoup de Mexicains et d'Américains. Ah oui. Et vous êtes mesuré à quel pays, vous? Ah oui, un truc à préciser, c'est qu'en fait, dans le Béour, il y a les duels Oui. et il y a les combats de groupe. Mhm. Moi, je suis principalement un dueliste, et donc forcément pour la Belgique, vu que j'étais seul en plus, j'ai fait les duels. J'ai eu Allemagne, j'ai eu France, et j'ai eu la pyramide nordique, mais je les confonds toujours parce qu'ils ont tous une croix, je crois que c'était le Danemark, je crois. Ok, d'accord. Je suppose que tu as dû forcément t'entraîner pour pouvoir les affronter. Comment est-ce que ça se passe? Comment se passe un entraînement typique de Béour? Un élément clé qu'il faut avoir dans le Béour en général, c'est l'endurance. Par rapport au MHE, par exemple, l'endurance est beaucoup plus primordiale là-dedans parce que c'est des rounds continus. En duel, c'est 1 minute de round non-stop, puis 1 minute de pause, puis de nouveau 1 minute de combat. Et si on n'arrive pas à déterminer un vainqueur, c'est de nouveau 1 minute en plus après. Et c'est 1 minute, ça n'a de rien, mais quand on a l'armure et qu'on se tape dessus, c'est très latent, c'est très... Ouais. Et combien de kilos fait une armure, plus ou moins? La mienne, en comptant le gros bison, qui c'est le rembourrage qui est en dessous, c'est une 50aine de kilos, plus ou moins. Donc c'est déjà c'est ma Ça a stock. l'air beaucoup, mais en fait, ça répartit sur le corps, donc au final, on ne le sent pas tellement. On n'a pas l'impression tellement de soulever des poids dans l'armure, mais on sent qu'on est vite fatigué. D'accord, bah oui. Ouais, c'est plus à ce niveau-là. D'accord. Plus on sent un peu... C'est comme quand on sort du bain et qu'on est lourd, tu vois. Ouais. C'est un peu cette impression-là. Est-ce qu'on peut passer un peu en revue ton armure? Oui, et bien sûr. Donc une armure, en gros, c'est composé en dessous, si ça reste vachement fou, j'arrive pas. Ici, c'est ce qu'on appelle des jambes provisionnées. D'accord. En dessous du tabac. Pour relever un petit peu, on ne voit pas bien. Voilà, n'hésite pas à un peu reculer. Ça, c'est un gros bison, ça. D'accord. On met ça en dessous de l'armure, en gros, c'est un genre de rembourrage. En gros. Ouais, pour amortir les coups, justement. Si on avait les pièces en métal directement sur la peau, ça ferait des sacrés bleus. On se ferait vachement moins. Donc il y a ça en dessous de l'armure, pour le corps ici, et là pour les jambes. Ensuite, au niveau des bras, typiquement, on a des canons d'avant-bras. Ça, c'est important, ça s'appelle une brigandine. C'est ce qu'on met au niveau du torse. Ah oui, tu sais la montrer un peu mieux. Attends, je vais enlever 2 secondes et ça va être plus clair. Voilà, ça ressemble à ça, vite en dessous. C'est une série de plaques. Qui tiennent ensemble, qui sont ensemble riftés sur un tissu, ou sur du cuir, pour ça dépend. Et ça, c'est ce qu'on appelle une brigandine. Celle-ci, c'est en titane. C'est pas historique, mais c'est autorisé. Et c'est beaucoup plus léger que l'acier. Et voilà, en général, pour la partie torse, c'est quand même bien d'avoir du titane parce que bon, ça soulage le dos quand même. Tu as d'autres protections. Je sais que pour le dos, normalement, on met une protection de moto.
éviter les coups dans la colonne vertébrale. Est-ce que tu Oui. as ça aussi? Ah oui, j'ai ça aussi. Ça ne se verra pas ici derrière. Enfin, au niveau du dos, en dessous, j'ai une protection Ok, d'équitation d'accord. en dessous ici. C'est la protection chez Decathlon. C'est une très bonne protection. Je vois souvent qu'ils ont la même protection que moi, donc je suis Puis tu es toujours ça me debout, renseigne, donc j'imagine. c'est que ça fait le taf. Oui, aussi, oui. Ok, est-ce que tu as d'autres pièces d'armure à nous montrer? On appelle ça du D'accord. lamellaire, on appelle ça. Parce que c'est un peu, c'est un principe un peu similaire à la brigandine, c'est que c'est une série Ok. de plaques qui tiennent sur un tissu. J'ai la même chose au niveau des biceps, par exemple, mais pas au niveau des avant-bras. Le lamellaire, c'est pratique parce que peu importe la forme, qu'on soit gros ou mince, peu importe la corpulence, bon, c'est souple, du coup, c'est facile, c'est facile à mettre. Ça va sur tout le monde. Mais par contre, on sent bien les coups, ça picote pas mal. Donc en général, les gens préfèrent quand même avoir quelque chose qui est plus en une seule plaque, comme ici, par exemple, sur mon tibia. On a déjà une question de Joris qui nous dit donc contrairement à la bataille de chevaliers du Moyen-Âge où tout le monde se tape dessus, je suppose que c'est un jeu très codifié. Comment se passe un tournoi de Béour? Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment se passe un tournoi de Béour justement? Pour comprendre ce qui se passe quand on est un spectateur, les règles sont assez simples. C'est l'équipe A doit mettre tout le monde dans l'équipe B par terre. Et voilà, et il gagne, en gros. Alors, pour le mec qui est par terre, soit on lui fait de la lutte, on l'attrape et on le met par terre, ou il tape dessus jusqu'à ce qu'il tombe. Ça marche aussi. Mais... Alors évidemment, on ne peut pas taper n'importe comment, il y a des règles à respecter. On ne peut pas taper au niveau de la nuque, par exemple. Au niveau du dos, on ne peut pas frapper verticalement pile au milieu du dos. Il faut frapper horizontalement. On ne peut pas faire des clés, par exemple, prendre le bras d'un type et le tordre dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de règles, mais ce sont des règles de bon sens, en fait. Donc, elles sont assez faciles à retenir, parce que si on ne compte pas blesser la personne qu'on a devant soi, voilà, automatiquement, on respecte. Du coup, c'est vraiment différent de la reconstitution, où on a, on va dire, un scénario qu'on va suivre à la ligne, je vais dire ça comme ça, et où on sait qui sera le gagnant d'office, vu que voilà, c'est écrit quelque part dans l'histoire, donc on ne va pas s'écarter du scénario. Ici, dans le Béour, c'est vraiment différent, c'est un peu comme un combat de boxe, où on s'affronte, on ne sait pas d'avance qui sera le gagnant, c'est un peu ça en fait. Oui, absolument. C'est principalement un sport. C'est d'abord un sport avant d'être de la reconstitution. Alors bien sûr, bon, il y a quand même des armures qui sont quand même où on respecte plus ou moins une certaine cohérence au niveau historique, mais ça se pratique comme un sport. Donc ça veut dire que non, évidemment, à l'avance, on ne sait pas qui va gagner. Il y a des règles à respecter, évidemment. On peut avoir des gens qui ont un carton rouge qui se font jeter dehors parce qu'ils ne respectent pas les règles, ce genre de choses-là. Mais au niveau par comparaison par rapport à une bataille, plus le combat de groupe va être avec un nombre important, genre par exemple du 16 contre 16, et plus on va vraiment avoir une ambiance bataille, dans le sens qu'on va vraiment voir un groupe formé par une ligne, par exemple, où il fallait des déplacements de groupe. On va voir vraiment, c'est là qu'on voit vraiment quelle la stratégie de groupe est importante quand ils sont en gros nombre. Tu vois vraiment la poussière qui se soulève comme dans les films. Oui, ça va même jusqu'à 30 contre 30, donc c'est vraiment parfois des armées entières en fait finalement. Et du coup, pour maintenir les règles, il y a des gens qui sont habillés en jaune avec un petit drapeau qu'on appelle des maréchals ou marshals en anglais. Sans eux, le sport ne marcherait pas. Donc, oui, c'est important en effet pour déjà vous tenir debout après le combat, ne pas vous mettre non plus HS, parce que justement, on imagine quand on voit les combats, donc on voit que c'est relativement violent, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas si dangereux que ça, dans le sens où j'avais lu un rapport par exemple de la Fédération française de Béour qui expliquait que lors de la bataille des Nations en 2013, ils avaient fait un rapport des blessés, etc. Il y avait eu quelque chose comme 17% de blessés, très peu de fractures justement, et que c'était à comparer plutôt à de la motocross ou du VTT. Oui, effectivement, quand on voit surtout par rapport au niveau de violence qui est quand même assez présent, c'est un sport qui est relativement safe finalement. Parce que je ne connais pas d'autres sports où on peut se faire taper dessus par un groupe de gens et s'en sortir sans problème et ne pas avoir une seule gratte. Sachant qu'en plus, ça c'est aussi important de le noter pour ceux qui auraient peut-être peur de prendre un mauvais coup, c'est que déjà les coups d'estoc sont interdits. Les coups d'estoc, c'est quand on fait comme ça. Oui, les arêtes ne sont pas tranchantes et on évite que ce soit trop pointu aussi pour éviter des mauvais coups. Je reprends donc les questions dans l'ordre du chat. On a donc Joris qui demande aussi, en entraînement, est-ce qu'on vous enseigne les passes d'armes d'escrime médiévale? J'ai envie de dire, ça dépend du club. Dans le mien, oui, on fait quand même ça. Il y a par exemple, à Madrid, par exemple, il y a une salle où ils font AMHE et Béour. Et pas forcément en même temps, il y a certains font que l'un, certains font que l'autre, mais ils enseignent les deux dans la même salle. Et c'est fort complémentaire, il n'y a rien à faire. Maintenant, forcément, il y a tout plein de passes qu'on prend pas la peine d'expliquer, comme tout ce qui sert à les stocks, parce que les stocks est interdit. Donc on va même pas s'amuser d'expliquer ça. Et aussi, il y a certaines choses qui sont absolument pas médiévales, mais qu'on fait quand même parce que ça fonctionne. Au final, c'est ça, l'esprit, c'est on fait ce qui marche. Voilà. Si une technique médiévale fonctionne, on va l'appliquer.
si une technique de kickboxing fonctionne, on va l'appliquer aussi. On fait ce qui marche. D'accord, donc on pourrait un petit comparer ça à du MMA aussi en plus. MMA, En lutte. un sens, maintenant, en général, j'aime pas trop la comparaison parce que maintenant, il y a des gens qui font en Amérique, parce qu'ils aiment bien ça, D'accord. où ils font littéralement du MMA en armure. Ah oui, Parce que nous c'est pas ce qu'on fait. Tu vas dans un ring en train de se donner des pêches et c'est pas exactement ce qu'on fait. Du coup, je préfère éviter la comparaison pour d'accord. éviter Ok. Bah, tu la fais bien de le confusion. mentionner justement pour éviter le quiproquo. On a Katia ici qui nous demande s'il y a des concours de Béour ou des tournois entre différents pays. Bah oui, le truc qu'il y avait en Espagne il y a 3 semaines, c'était championnat du monde. Du coup, il y avait Amérique contre Mexique, par exemple. Ils ont eu aussi, enfin, tout le monde était contre tout le monde à un moment. Un truc amusant aussi, c'est que cette année, on autorisait les alliances. Mhm. Alors, il y avait par exemple Alliance Chine et France, où tu voyais 3 Chinois dans l'équipe française parce qu'ils se sont fait amis entre eux. Et du coup, bah, il y avait Alliance Luxembourg et Portugal, où tu voyais pareil des Luxembourgeois qui étaient avec le Portugal. C'était assez cool. Je lisais en même temps la question de Joris qui venait d'apparaître, qui nous dit, pardon, 3 mots pour qualifier ce sport. Ce serait lesquels? Question à vous deux. Bah, je vais te laisser la parole pour commencer. Comment est-ce que tu qualifierais ce sport en 3 mots? Geeky, violent et amusant. C'est vraiment, globalement, c'est ça. L'archétype du BOR 2, ça va être le geek violent que l'historien. Bon, il y a beaucoup de culture geek dans le BO. J'imagine, c'est un peu un rêve d'enfant en fait finalement que vous réalisez, se dire ouais, c'est génial, Ouais, on va pouvoir se battre en armure. ouais, c'est ça le truc. C'est que c'est pas juste porter une armure, c'est pouvoir littéralement foncer sur un type et lui taper dessus comme un gros bourrin en sachant qu'on va pas lui faire mal en Ouais, plus, en plus. normalement. D'ailleurs, pendant les entraînements, est-ce que vous vous entraînez avec vos vraies armes et vos vraies armures, ou est-ce que vous avez des combinaisons d'entraînement adaptées et peut-être des armes lestées, comme par exemple le faisaient les Romains durant l'Antiquité, ils avaient des armes lestées pour s'entraîner. Est-ce que vous, c'est pareil? Alors, il y a un truc qu'on appelle le soft. Et donc, littéralement, c'est une armure qui est une genre de mousse avec un vinyle par-dessus, un peu comme les PAO pour taper dessus. Et on a des épées en mousse, donc c'est un cœur en PE avec un gros bout en mousse autour, qu'on appelle une épée de soft. D'accord. L'ensemble coûte beaucoup moins cher qu'une armure en acier. Et pour les nouveaux, ça va permettre de travailler dessus. On peut se taper dessus. On peut taper sur une personne qui a absolument rien sur elle et sans lui faire mal. Et du coup, ça permet vraiment de Ça, travailler c'est le mouvement. l'avantage quand on débute justement le Ah, Béour, parce que je pense qu'une armure voilà. coûte déjà un beau petit budget, à l'air de rien. Donc quand on commence, ça permet Euh, de pouvoir justement découvrir le sport à moindre coût et puis alors pouvoir investir éventuellement. Est-ce que tu peux un peu nous en parler aussi justement du prix moyen d'une armure? Alors, le prix moyen, moi, je mettrais plus ou moins à l'époque actuelle, parce que bon, les prix ont augmenté quand même assez. Les prix ont beaucoup augmenté récemment, mais à bon 3 000 €, et là, vous êtes sûr d'avoir une Ok, armure d'accord. Avec toutes les garantie. pièces d'armure qu'il faut alors, les protections. Ouais, une armure complète du pied à la tête, avec un bon Ok, 3 000 €, d'accord. vous l'avez. En allant là où il faut, dans des bonnes affaires, en grattant là où il faut, il y a moyen. Il y a moyen pour quasiment un peu plus de 2 000 €. Mais voilà, mais il faut avoir un peu de chance, il faut trouver les bonnes adresses, il faut avoir les bonnes opportunités. Et Mais justement, comment tu fais pour pouvoir trouver les bonnes adresses? Qu'il y a des gens dans le club qui vous conseillent, qu'il y a des sites, des ressources qui vous permettent justement de trouver les endroits où avoir des bonnes affaires de qualité, évidemment, ça c'est important. oui. Parce que toutes les armures Oui, ne se parce que le valent problème, pas. c'est que avoir une armure, c'est pas trop compliqué à trouver. Une armure pas chère non plus, d'ailleurs. Maintenant, une armure qui est calibrée pour le Béour, c'est plus difficile, parce que c'est quand même un des normes à respecter, on a des épaisseurs à respecter, des types d'acier à respecter. Il y a beaucoup d'armures qui passent très bien à une fête médiévale ou pour faire le beau à une convention. Un vrai coup d'épée, elle est déjà pliée en deux, donc il faut vraiment faire, on va dire, la forge du Béour au niveau armure, c'est l'Ukraine. C'est là qu'il y a plus D'accord. d'ateliers, c'est là qu'ils sont les plus compétents, ils ont de l'expérience dedans. Donc, et la guerre en Ukraine, ça aide pas d'ailleurs pour avoir des armures pas Oui, chères. justement, c'était ce que je me posais comme question avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va toujours pour s'approvisionner? Bah oui, les ateliers, ils ont fermé à un moment, et puis ils ont un peu, certains ont dû déménager, ils ont réouvert. Donc, leurs délais sont beaucoup plus longs maintenant. D'ailleurs, de temps en temps, on va passer des casques qu'ils appellent bomb-proof, parce que c'est les casques qui ont survécu à des bombardements et qu'ils les ont retrouvés et ils les envoient à leurs clients. Ok. Du coup, c'est un casque garanti bombardement. Bah, au moins là, c'est Sinon, sûr que ça résistera, hein. ouais. Dans ce cas-là. Sinon, il y a aussi la Pologne Ouais, qui est un gros fabricant. La République tchèque un petit peu moins, mais ouais, c'est vraiment. Et la Russie aussi, bien sûr. oui, Mais sinon, c'est principalement l'Ukraine quand même au niveau armure. d'accord. Ensuite, ça, c'est si vous achetez un mur directement au fabricant. L'autre option, sinon, c'est d'occasion ou des petits artisans qui fabriquent plus dans leur coin. Et là, en général, pour les trouver, c'est plus les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Il y a beaucoup de groupes de vente de pièces d'occasion pour le Béour sur Facebook. Il y a Joris ici qui me dit
Prochaine vidéo, Pierre, titre, je teste le Béour. Ça va faire mal. C'est marrant. Ça, ouais, je crois que ça va faire mal, ouais. Non. Enfin, je suis pas très rembourré. Ah, il y a du rembourrage pour ça. Bah ouais, c'est vrai. Bah pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Justement, par rapport au fait de se procurer des pièces, donc pendant un tournoi, bah, vous ramassez, vous encaissez beaucoup. La tôle peut se déformer, vous pouvez avoir des petites pièces qui se cassent, qui se déchirent, au niveau du tissu peut-être. Comment est-ce que vous faites pour réparer ça? Est-ce que vous faites appel à des artisans sur place? Est-ce que vous avez un magasin où vous allez? Ou est-ce que vous-même, vous vous formez pour pouvoir être plus autonome? D'accord. En gros, donc souvent, les gros événements, ils ont souvent des vendeurs sur place, Mhm. des gens qui vendent des pièces d'armure. Ils ont parfois aussi un type avec une forge sur place. Et quand je parle de forge, c'est pas une forge médiévale, hein. C'est le type, c'est littéralement un atelier qui est avec lui. Il a des foreuses, un poste à souder, c'est quelque chose de moderne. Et ensuite, quasiment tous les combattants, quand ils vont à un événement, ils ont toujours un peu on va dire, acquis des réparations d'urgence. En général, c'est du fil de fer, des lacets en plus, une petite perceuse pour faire des trous dans le cuir. Et ouais, en général, quand on est sur un tournoi, si on sait réparer avec du fil de fer, on prend le fil de fer et c'est bon, ça tiendra le coup. D'accord, ouais. Jusqu'à la fin. Ouais, en général, c'est beaucoup du MacGyver Ouais. pour les tournois. C'est beaucoup, Et genre, comment tu fais pour beaucoup de scotch retirer aussi. les bosses éventuellement qui se forment, les creux qui se formeraient en fait pendant les tournois? Comment est-ce que tu fais pour débosseler, pour retirer les creux qui se formeraient? En général, on enlève les bosses après les tournois, parfois après plusieurs tournois, parce que si pendant un tournoi au milieu, votre épaule se prend une bosse au poignet des plus utilisables, c'est que c'est une mauvaise épaule. Normalement, prendre des bosses, oui, mais prendre des bosses aux poignettes pas utilisables, ça prend plus qu'un tournoi. Ok, Donc en général, c'est plus entre les tournois. Et en général, moi, je prends des marteaux de carrossier. oui. Parce qu'on en vend chez Autosac, c'est des marteaux qui sont. C'est un set de marteaux qui ont des formes un peu plus rondes. Parce Ah oui, qu'un marteau, je vois, un marteau avec des angles bien droits, ça va juste faire d'autres bosses. Donc il faut quelque chose de plus rond. c'est ça, oui. Est-ce que tu peux raconter ta meilleure et ta pire expérience lors d'un tournoi de Béour? Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de tes expériences? Allez, d'abord la meilleure et puis après la pire. La meilleure expérience. Ici, on voit qu'il y a un tabar ici, un tabar blanc. Mhm. C'est un tabar mexicain que j'ai échangé. Enfin, moi, j'avais mon tabar belge. J'ai échangé mon tabar belge avec un tabar contre un mexicain pour son tabar. C'est un très beau souvenir parce qu'au début, il était vraiment réticent pour l'échanger parce qu'il aimait bien. Et finalement, il a quand même fait. Et puis, je me suis bien entendu avec les Mexicains. Donc, il y a beaucoup de camaraderie dans le Béour parce que c'est un monde très petit. Mhm. Et donc, les meilleures expériences en général, c'est souvent, c'est pas directement sur la liste, c'est plutôt en dehors quand on voit des pots avec les autres. Là, j'ai un t-shirt par exemple. On voit donc. Qui montre un peu chevalier avec l'esprit sa chope. du Béour hors lice. Oui, exactement. En fait, il y a ce qu'on appelle l'échange culturel. Mhm. Alors, l'échange culturel, c'est un truc qu'on fait à la fin du championnat du monde, où en gros, c'est chaque personne a apporté un alcool de son pays. Mhm. Donc, les Belges, c'est du pétillant ou des bières, les autres apportent d'autres alcools. Et on fait tourner des bouteilles jusqu'au petit matin. C'est toujours amusant. Et une bonne gueule de bois pour Comment- finir justement. Oui, après tu reprends la route le lendemain avec ta... Oui, mais oui, ça oui. Alors, la pire expérience de tournoi de Béour, j'ai envie de dire, j'en ai deux, au final qui sont relativement bénignes. Je me suis pris un coup ici une fois, à travers mon casque. En gros, donc c'était à l'épée bouclier, et je me suis pris cette partie-là à travers Tu le l'as casque. montré. Ici, Ah oui, voilà. D'accord, ok. comme ça. Alors en fait, c'était un petit peu de ma faute parce que bon, je me plaignais, c'était avec ce casque-là, et je me plaignais, je trouvais que les trous pour les yeux étaient trop gros. Ah oui, d'accord. Et ça faisait genre 2 ans que je reportais de souder une barre dessus. Et bon, voilà, quand on reporte trop longtemps, on finit avec un poc au lieu de la tête. Donc bon, c'est un peu de ma faute là. L'autre mauvaise expérience, c'est plus une expérience qui a fait peur qu'une mauvaise expérience, c'était mon tout premier combat de groupe, où c'était en Écosse, où Oui. tous contre tous, c'est à la fin des championnats du monde, tout le monde va après dans l'arène pour se taper dessus. Vous étiez plus ou moins pour le combien fun. comme ça? Ah, je sais pas, mais on était facilement. Ah oui, Une comme cinquantaine ça, de la liste, minimum. nos abonnés peuvent voir un petit peu l'étendue, le nombre de personnes qui peuvent participer en même temps et l'adrénaline qui doit circuler à ce moment-là, quand Ah ça oui, c'est tape de super partout. Ouais, mais du coup, c'est là que j'ai compris qu'il me fallait une protection pour le dos parce que apparemment un type m'a fait pencher en avant Ah. et quelqu'un m'a tapé sur le dos avec sa hallebarde et j'ai senti mes jambes qui ont fait on l'abandonne et genre j'ai plus senti mes jambes pendant 3 secondes et du coup je suis tombé et bon directement après j'ai bougé les orteils et ça va, c'était juste le choc, Très grosse l'impact frayeur. qui a fait comme quand tu sais comme quand on donne un coup de poing sur la cuisse et que tu marches plus droit après C'est pendant ça, quelques ouais. secondes. Les jambes de Ça fait coureur, ça. comme on dit. Ouais, exactement. Ouais. Mais
Voilà, mais quand ça t'arrive au niveau des jambes et tu les sens plus pendant 2 secondes, ça fait un peu peur. Et Ouais, du coup, c'est après, clair. je me suis dit, ok, je vais prendre une dorsale pour être bien sûr. Bon, plus de peur que de mal, mais ouais, ça c'est. Pendant 5 secondes, j'ai vraiment eu peur. Ah ouais, j'imagine. Maintenant, on a Epinoc qui nous pose une autre question. Donc, les adeptes du Béour sont-ils appelés par le cinéma? J'en ai vu, point d'interrogation, sur le clip Feuerschwanz, Warrior of the World United. Je suis désolé, mais là, je ne sais absolument pas. Un truc qui est vrai, par contre, c'est Mhm. que il y a, dans les jeux vidéo récents, Oui. il y a beaucoup de. Il y en a un récemment qui a été fait par un pays de l'Est, je ne sais plus le nom, Kingdom, quelque chose. On voit qu'ils ont vraiment pris des armures de Béour, des casques de Béour comme référence pour faire le modèle. Ça se voit au niveau des proportions, parce que les proportions sont légèrement différentes, et même au niveau des textures. Ouais. Un peu C'est plus forcément épais, peut-être. les maisons, ça se voit pas trop, mais c'est vraiment. Je sais pas comment dire ça, mais c'est. Quand tu es habitué à avoir des armures de Béour par Mhm. rapport à une armure historique, tu vois les petits détails qui font ah, ça c'est pour le Béour, ça. Ouais, d'accord. Ouais. C'est le petit Et détail du spécialiste qu'on repère comme de ça. l'habitué plutôt, on va Ouais, dire. ouais, l'habitué. Alors, les contes de Val, Pierre, ton accent belge est incroyable. Ah ben, voilà, merci. Parce qu'on a aussi pas mal de Français qui nous suivent, donc ils doivent certainement bien entendre nos accents. Donc ici, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Emmanuel D'Angelo, qui fait partie d'une équipe de Béour, d'un club de Béour, les Dragons d'Armes, qui est à Liège. Et moi-même, je suis proche de Liège, donc on doit bien entendre C'est aussi là. l'accent. Voilà, oui. Vous voyez donc ici l'emblème des Dragons d'Armes. Généralement, quand on pense aux chevaliers, on pense plus à des hommes en armure, très stéréotypés, preux chevaliers. Je suppose qu'il y a aussi des femmes qui participent. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Donc, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, y compris aux femmes. Au niveau des championnats du monde, on avait en Espagne, on avait l'équipe ukrainienne qui était là. C'est bon, les hommes, ils sont à cause de la guerre, ils peuvent pas sortir, mais les filles peuvent quand même. Du coup, on avait l'équipe. Du coup, l'Ukraine s'est quand même fait représenter par les filles. Elles ont pris des médailles dans tout ce qu'elles faisaient. Donc, En ouais, elles général, il y a sont des très gens. bonnes alors. En général, tu as des gens qui font plus du duel ou des gens qui font plus de la mêlée. Uh-huh. Elles faisaient tout. Elles ont genre le matin duel, midi mêlée, après-midi encore du duel, et dans chaque catégorie, elles prenaient des médailles. C'était vraiment. Ok, donc elles en jouaient, C'était fantastique. c'est clair. Ah ouais. Et Oui, le sport est ouvert. C'est un sport le sport est ouvert aux femmes et on cherche à en avoir plus et on cherche un peu à promouvoir ces parties-là d'ailleurs. Ok, donc justement, si vous voyez ce live maintenant ou si vous le regardez en rediffusion, voilà, vous êtes une femme et que vous avez envie de tester le Béour, justement, c'est ouvert aux femmes et vraiment n'hésitez pas. Du coup, est-ce qu'il y a des catégories hommes-femmes ou est-ce que vous vous battez, peu importe Il y a des catégories hommes-femmes, comme dans le sport en général. Maintenant, bon, les entraînements, c'est clair c'est mixte, les entraînements. Quand on s'entraîne en général, ou les petits événements, oui, c'est mixte. Maintenant, ouais, ils ont fait il y a les catégories hommes-femmes. Un truc assez frustrant d'ailleurs pour beaucoup de filles, des fois, c'est que les petits événements, mais qui caractérisent quand même hommes-femmes, des fois, il y a beaucoup d'hommes inscrits, très peu de femmes inscrites, et du coup, ils disent, désolé, il n'y a pas assez de filles inscrites, du coup, on va pas faire une catégorie femmes. Et les filles sont là, ok, alors, mettez-nous dans la catégorie hommes, qu'on puisse quand même taper sur les gens, qu'on puisse quand même se battre. Et on leur dit, oui, c'est ça. Bon, Ouais. Puis pouvoir aussi c'est très évoluer. frustrant pour beaucoup de filles qui font du Béour, ça, c'est assez frustrant. Ça, faut trouver une solution pour ça. Voilà la solution. Rejoignez-nous dans le Béour. Donc oui, tu nous avais expliqué qu'il t'était déjà arrivé de recevoir un sale coup ici à l'arcade. Est-ce que tu t'es déjà blessé lors du Béour? Franchement, le pire truc que j'ai eu, c'est ça. Hein. D'accord. C'est un poc sur la tête. La plupart des blessures que je me fais, c'est en enfilant l'armure. Ah oui. Genre, tu mets tes cuirs et puis tu as la tâche et tu te piques le doigt avec la tâche et puis tu saignes dans ton armure parce que tu t'es enfilé n'importe comment. Ouais, je saigne plus souvent en enfilant l'armure qu'en me battant avec. Ah ouais, donc Bien plus souvent. Ouais. En se battant, c'est plus des coups bleus qu'on se fait. Donc ici, le Béour est un sport qui est arrivé donc dans les années 90, 90, qui nous vient de Russie et qui a gagné peu à peu l'Europe. Donc c'est assez récent pour nous, pas toujours très connu. Comment est-ce que les gens réagissent quand tu en parles dans ton entourage ou par rapport aux gens même que tu ne connaîtrais pas, mais à qui tu en parles? Quelles sont les premières réactions? Et puis l'évolution qui suit quand ils se rendent compte de comment ça fonctionne. La première réaction, c'est la confusion, dans le sens où ils pensent que je parle d'autre chose. Ils pensent que je fais de la reconstitution, que je fais du spectacle. Et donc, je suis en train d'expliquer, non, c'est pas du spectacle exactement, c'est plutôt un sport qu'on fait. Et donc, faut que je monte. Et on me dit, ah non, mais j'ai compris, oui, tu fais le chevalier ou fête médiévale. Oui, on ne fait pas faire les fêtes médiévales, mais c'est pas la et priorité. Du coup, à la fin, je montre une vidéo, sinon ils ne comprennent pas. Et en général, la réaction envers les vidéos, c'est ah oui, ah mais vous tapez pour de vrai quand même. Et on dit, oui, on tape pour de vrai. Ah, mais vous tapez fort aussi. Je suis là, oui, on tape fort, c'est un sport. Ouais, parce que les coups ne sont pas retenus, justement. Vous y allez à pleine puissance.
À la limite même, surtout en duel, si tu ne fais pas tes coups, si tu ne marques pas tes coups assez fort, bah t'as pas de poids. Donc, Ah oui, d'accord. Du coup, vous avez de quoi vous protéger, donc un bouclier. Est-ce qu'il y en a qui se battent sans bouclier, par exemple, avec 2 épées ou 2 haches? Alors, en duel, bah, le type d'arme est bien défini. C'est par exemple épée bouclier, donc les deux ont une épée bouclier. En mêlée, par contre, c'est un peu comment dire le sort. Donc en général, on voit des gens qui ont soit une arme d'ast, soit un punch, qui est un type de bouclier. Je vais vous montrer un peu la différence. Mhm. Ça, c'est un bouclier de duel, qui est D'accord. bien large comme il faut. Et ça, c'est un bouclier pour la mêlée. Il est beaucoup plus fin. Ah oui. Et malgré le fait qu'ils ont une taille différente, ils ont le même poids. C'est Ah pour oui. dire que celui-là est beaucoup plus dense. D'accord. Celui-là, c'est juste à arrêter des coups en duel. Celui-là, il sert vraiment à bloquer des coups de hache, à bloquer des coups de l'arme d'ast, à envoyer des patates. C'est pour ça qu'on appelle ça un punch. Parce qu'on donne littéralement des coups de poing avec. Ok, d'accord. Plutôt des coups alors du coup avec l'arête ou vraiment de face Non, avec la tranche. avec la tranche. Le Ok. truc qu'on voit dans les films où le type repousse comme ça, Ouais, ça dans doit les, être quand même jeux dur, vidéo, ça. ça marche que dans les jeux vidéo. Vraiment, si tu veux porter un coup, c'est vraiment un coup avec la D'accord. tranche. Mais je crois que la question c'est autre chose, mais je sais plus ce que c'était la question. C'était oui, comment les gens réagissent par rapport Oui. au fait que tu fasses du béour. Ouais, non, mais ça, non, après, il a posé une question. Enfin, ça, bon, tout le monde des vidéos, je montre des vidéos pour qu'ils comprennent, D'accord. s'ils ne comprennent pas. Et après, ils disent, ah oui, après, ils se demandent, ah, mais c'est pas dangereux. Je suis Bah là, oui, tu es non, je suis là toujours pour là dire, bon, avec nous ça d'ailleurs. va. Est-ce que les combats se font toujours en extérieur, donc en lice, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot, en lice en fait c'est un périmètre qui est délimité par des barrières en bois, là où les tournoyeurs ou béourdeurs, ici dans ce cas-ci, s'affrontent. Et justement, est-ce que vous le faites aussi peut-être en intérieur? Oui, c'est beaucoup d'événements, de plus petits événements se font dans des halls omnisports, par exemple. Donc oui, oui, ça se fait absolument à l'intérieur aussi. Comme c'est principalement un sport, on n'est pas obligé d'avoir un château à côté, on n'est pas obligé Oui. d'être sur du sable ou quoi. On peut très bien faire ça avec des barrières nadar dans un hall omnisport, c'est pas problème du tout. Un peu de Voilà, c'est clair liberté que là-bas bon, pour la logistique, pour que ce voilà. soit plus Voilà, bon, simple. niveau ambiance, quand t'as un château, c'est quand même toujours plus cool. Ouais, Mais dans l'absolu, vu que c'est un sport, on peut vraiment faire ça dans un cadre d'accord. sportif, Ouais, j'ai ouais. envie de dire. Oui, par exemple, en hiver, en automne, ici en Belgique, c'est peut-être mieux de le faire en intérieur Oui, et d'office, oui. voilà, privilégier le printemps et l'été pour l'extérieur. Si un de nos abonnés ou abonnés voulait se lancer dans le béour, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Par exemple, des erreurs à éviter quand on est débutant, des bonnes astuces pour bien s'équiper et bien se documenter aussi, faire les bons choix. Bah, mon conseil, bon, d'abord, il faut déjà trouver un club, forcément. Évitez, si vous savez que vous voulez faire du BO et vous savez que vous allez rejoindre un club ou quoi, attendez du coup d'être dans le club avant d'acheter les trucs. Ne vous jetez pas sur les premiers trucs que vous voyez qui passent. Oh mon dieu, une épée à vente, elle est pas chère, je vais acheter. Parce que bon, si vous risquez vraiment d'acheter les trucs qui ont pas la qualité qu'il faut, qui sont pas aux normes, et juste de perdre de l'argent pour rien, quoi. Est-ce qu'il y a une épaisseur à respecter, par exemple, au niveau de l'armure ou des Oui, casques? oui. Au niveau des casques, si c'est de l'acier doux, c'est 2,5 en millimètres. L'épaisseur doit être 2,5 minimum, voire 3. Sinon, c'est pour les casques, c'est 2 millimètres si c'est de l'acier trempé. Les pièces d'armure, c'est minimum 1 millimètre en acier trempé. D'accord. Aussi. Ou 0,8 en acier trempé, ça peut être aussi 0,8, mais globalement, c'est quand même un bon millimètre. C'est aussi, par exemple, une différence entre nos casques et les casques historiques, c'est le poids. Un casque typiquement de BU, un casque qui va peser 5-6 kg facilement, alors qu'un casque d'époque ne pèsera pas aussi lourd. Et l'épaisseur sera aussi différente. Nous, on veut vraiment éviter de se tuer, que De quand tu fais préférence. la guerre, c'est un risque à prendre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des époques, par exemple, à respecter? Je suppose qu'on ne peut pas prendre, par exemple, des pièces d'armure du début du 12e et puis du 15e à côté. Je pense qu'il faut une certaine homogénéité. Est-ce qu'il y a justement des règles à respecter par rapport à ça? Oui, c'est exactement ce que tu vas te dire en fait compte. Une armure doit être cohérente au niveau géographique et aussi au niveau époque. Alors bon, on a quand même une marge, genre on a plus 30-60 ans entre la plus vieille pièce et la pièce la plus récente entre guillemets. Mhm. Mais oui, tu vas pas par exemple avoir des épaules milanaises avec des genoux gothiques et au-dessus qui viennent d'Asie par exemple. D'accord. La mieux doit être au niveau de l'époque et au niveau de la géographie, de la localisation, elle doit rester cohérente. Et c'est pareil pour les épées, alors je suppose, elle doit être cohérente Oh, par c'est rapport... moins. Normalement, oui, mais on se fait moins. T'as moins de chance de se faire engueuler avec ça. D'accord, ok. Et qui contrôle justement que tout soit bien aux normes? Les arbitres. Donc,
qu'on appelle les marshals ou maréchals, qui sont des gens qui, typiquement au début d'un tournoi, ils sont assis derrière une table, et on leur présente nos armes, ils les mesurent, ils les pèsent, ils vérifient les rayons, pour être sûr qu'elles sont aux normes. Et vérifier aussi qu'elle ne soit pas tranchante, pas trop pointue, Absolument, oui. pour éviter Ils vérifient les vraiment accidents. pour qu'elles soient conformes et donc non dangereuses, pas trop dangereuses. Au niveau de l'armure, en général, ils contrôlent toujours si on a une plaque au niveau de la nuque. Ça, c'est le truc. Et ils vérifient aussi si on a une jugulaire. Le type qui serre mal sa jugulaire et qui a le casque qui tombe, ça arrive régulièrement. Donc, Et justement, donc toi, tu as rejoint le club Les Dragons d'Armes. Comment est-ce que tu as fait pour le trouver en fait? Google. C'est ton ami justement. Oui, je crois vraiment que j'ai fait un truc comme ça. J'ai tapé Béour Liège, on sait jamais. Et je me suis dit, ah bah ça existe. Ouais, c'était. Et est-ce que tu en aurais d'autres à conseiller que tu connaîtrais? Oui, donc il y a donc à Liège les Dragons d'Armes. Il y a à Charleroi, ils ont un nom à terre, Oxfam, aux débutants. Tu vas Oui, je mettrai de toute façon façon tous les liens donc, en description pour que vous puissiez on va mettre le lien, mais c'est les voir. à Charleroi, c'est le. Et il y a aussi les Green Bastards à Gand. D'accord. Et ensemble, ces trois clubs-là, plus un ou deux qui sont indépendants de leur coin, on a formé, tout récemment, on a créé la fédération belge de combat médiéval. Cool. Donc, je répète pour nos abonnés. Oui. Pas la fédération belge d'escrime médiéval, c'est autre chose, c'est beaucoup plus ancien ça. D'accord. Je mettrai en description les liens vers les trois clubs. Donc, les Dragons d'Armes de Liège, les Auream Excubitores de Charleroi et les Green Bastards de Gand, avec un accent comme il se doit évidemment. Oui, est-ce qu'il y a des idées reçues par rapport au sport? Donc ici, tu nous as expliqué comment les gens réagissaient quand tu leur disais que tu faisais du béour, mais est-ce qu'il y a des idées reçues sur le sport justement à débunker? Beaucoup d'idées reçues viennent principalement des médiévistes plus classiques, on va dire, ou des gens qui pratiquent la MHE parfois. Est-ce que tu sais nous expliquer ce qu'est la MHE? Alors la MHE, c'est, ou HIMA en anglais, c'est un MHE, c'est Arts martiaux historiques européens. D'accord. Et souvent, donc, les gens qui font de la MHE ou les gens qui font plus du médiéval, enfin ils disaient qu'on était des gros bourrins, qu'on tapait comme des bourrins aussi, qu'on tapait trop fort. Ouais, mais c'est plus des vieilles idées reçues qui vraiment maintenant commencent vraiment à disparaître tout doucement, parce que justement, vous rendez le sport plus accessible et vous expliquez que justement, c'est pas juste se taper dessus, il y a aussi des règles par rapport aux pièces historiques, aux armes, à la manière de combattre. Parce que donc il y a des coups qui sont interdits, comme tu l'expliquais, les coups derrière le genou, sur le pied, dans l'aine, dans la nuque. Okay, oui. Éviter aussi les coups vraiment verticaux, comme je dirais pour guillotine. Voilà, ça, il faut éviter aussi. Et les prises d'asphyxie aussi. Prise d'asphyxie, absolument. Surtout en groupe, quand on pense à l'asphyxie, assez classiquement, c'est quand on a une arme d'ast, c'est utiliser l'arme d'ast pour attraper la personne et la mettre au sol. Lorsqu'on fait ça, on ne peut pas avoir le manche de l'arme d'ast qui vient comme ça horizontalement au niveau de la nuque. D'accord. Donc, pas de pression sur la nuque. Ouais. Depuis quand est-ce que tu pratiques le béour? J'ai commencé un an avant le championnat du monde en Écosse. J'ai commencé en 2017. D'accord, donc déjà 5 ans que tu pratiques alors. Ça t'a permis d'obtenir pas mal d'expérience. Oui, forcément, oui. Dans mon club, pour le moment, c'est un peu moi qui explique un peu les techniques aux nouveaux. Mais il faut savoir aussi que l'expérience, c'est bien, mais comme c'est un sport où les techniques ne sont pas codifiées, chaque année, il y a de nouvelles techniques qui sortent et chaque année, on apprend de nouvelles choses et chaque année, il y a un type qui se fait un truc plus gros. Donc... on peut être fort de l'expérience, mais si l'expérience date d'il y a 5 ans, on va se faire ratatiner parce qu'il y aura quand même des nouveaux trucs. Et donc c'est vraiment un sport à suivre pour rester bien à jour justement, et éviter de garder des vieilles techniques qui seraient obsolètes. On voit que généralement les gens qui le pratiquent sont bien équipés, assez robustes, parce que justement déjà les armures sont mastoc. Est-ce que vous qui pratiquez le béour, est-ce que vous avez justement une carrure qui est requise, ou est-ce que justement toutes les morphologies peuvent participer sans risque? Forcément, une personne qui a une moins bonne condition physique prendra plus de risques, par défaut. Mais sinon, non, c'est vraiment, si tu vas dans un tournoi ou dans un championnat, tu regardes un petit peu les différents combattants, tu vas vraiment voir tout type de profil, quoi. C'est vrai que certains sports, directement, tu prends genre, le marathon, qui vraiment, tu ne peux pas avoir de marathonnier obèse, par exemple. Oui. Mais dans le béour, tu vois des grands types fins, des grands types gros, des petits, des gens qui sont, il y a vraiment des vieux, des jeunes, tu vois vraiment tout. Et il faut éviter de juger les gens sur
sur le physique avant de les combattre, parce que des fois, on se fait avoir bêtement comme ça, des fois. Ah oui, parfois on se trompe justement par rapport aux apparences qui sont trompeuses, oui, ouais, c'est ça. Donc c'est plus, il n'y a pas vraiment de physique type, mais il y a des aptitudes type à avoir par contre, notamment l'endurance. Oui. Oui, il faut Il faut avoir un bon avoir une bonne entraînement, endurance, justement. avoir une bonne respiration, oui, ça c'est important. Sinon aussi, avoir une bonne ceinture abdominale aussi, parce que Mhm. on a quand même une armure sur le dos, et le casque aussi, et, surtout en groupe, en plus qu'on se débat beaucoup, du coup, et voilà, faut vraiment travailler la ceinture abdominale, avoir une bonne endurance, ça c'est vraiment deux choses qui sont quand même assez importantes. Et comment est-ce que tu t'entraînes pour les championnats, pour les tournois? Est-ce que tu t'entraînes seul ou en groupe, à deux, ou les trois? Et comment est-ce que tu fais? S'entraîner seul, ça marche pas. D'accord. Ça, clairement, non, ça. Le type qui s'entraîne dans sa cave, il fera jamais, il pourra pas vraiment évoluer. Minimum à deux. À deux, si on a une bonne dynamique, ça peut aller. Mais en général, plus on s'entraîne avec des gens différents, et plus on va l'apprendre, parce que plus ils auront des techniques différentes. Donc, il faut s'entraîner avec d'autres personnes, et il faut faire beaucoup de sparring. Du coup, toutes les semaines, on fait des combats, on fait des rounds, Et parfois avec des épées en soft pour ceux qui ne sont pas complètement équipés, mhm, ou en acier, ou avec des épées en acier pour ceux qui ont l'armure complète. mhm. Et aussi, une bonne façon d'apprendre, c'est d'aller au tournoi et d'aller aux événements. C'est vraiment parce que n'importe quel tournoi vous apprendra plus sur un week-end que vous n'apprendrez en vous entraînant sur 3 mois. Faire le plus de tournois possible, même si vous pensez être complètement nul, c'est pas grave, allez-y quand même, vous apprendrez dans tous les cas. Comme on dit, c'est en Donc, ouais. forgeant qu'on devient forgeron. Avant les tournois, ou même avant de commencer les combats, est-ce que tu as des entraînements types? Est-ce que tu as des échauffements qui te permettent justement d'éviter une rupture de ligament ou autre? Typiquement, il y a deux types d'échauffement. Il y a l'échauffement qu'on fait soit en entraînement quand on est en t-shirt, ou l'échauffement qu'on fait quand on est en armure. Parce que s'échauffer en armure, on fait des mouvements différents que quand on s'échauffe. Parce que pour faire des mouvements à froid en armure, si on les fait mal, on peut vite se faire mal. Du Ouais. coup, il faut. Bah oui, par exemple, c'est un truc qu'on voit systématiquement dans les combats de groupe, par exemple. C'est voir, donc tu vois une série de chevaliers qui sont tous en train de mouliner les bras comme ça, puis après ils se mettent debout et ils moulinent les jambes, et c'est parce qu'ils font des échauffements communs. D'accord. Pour les combats de groupe, c'est ça se voit tout le temps. On voit toujours des équipes faire des échauffements en commun avant de rentrer sur la liste. Quelle est selon Oui, toi la pire blessure qu'on puisse avoir au Béour? bah, bien sûr, potentiel, parce que je veux dire, bon, la pire blessure, ce serait se faire tuer, mais Oui, bon, c'est ça pas encore c'est... arrivé. Et il y a des choses, genre, voilà, perdre le casque au milieu d'un truc, et tu prends, un accident peut arriver, Mm. mais ce que je vais considérer comme blessure, vraiment, un truc qui peut arriver vraiment, ce serait, pour moi, c'est la rupture des ligaments croisés. Oui, Dans les sports en général, ça arrive déjà beaucoup. Mais dans le Béour encore plus, parce que dans le Béour, bah, on est quand même, on a 50 kilos sur le dos, plus un type des fois qui pèse 2 fois ça quand il est à poil, et qui essaye en plus de vous mettre par terre. Du coup, bah, la personne qui essaie de rester debout, ses genoux ils peuvent prendre cher. Il faut bien plier les jambes. C'est un peu comme un sumo. Tu vas observer un peu leurs jambes, vous verrez, ils seront très, très rarement avec les jambes tendues. Ils pour seront soit justement les jambes anticiper fléchies, le choc. parce que c'est ce qui évite de faire absorber les chocs, puis aussi éviter une mauvaise torsion, parce qu'une jambe qui est pliée, au pire des cas, si on fait un effort dessus, elle va tourner. Une jambe qui est tendue, bah, elle va craquer. C'est ça. Donc, plier les jambes, ça peut sauver beaucoup de Ok. choses. Ouais. Et ça, ouais, la rupture des ligaments croisés, c'est un accident qui est très courant et qui est. C'est un accident quand même, parce qu'on met quasiment un an pour s'en remettre. C'est ça, oui. Et pendant ce Ouais, il temps-là, faut tu ne sais pas pas dans la t'entraîner. navigation. Ouais. Oh non, c'est un accident. Ça. La rupture des ligaments croisés au niveau du genou, c'est pas un bon accident. Ok, alors je rappelle au chat que s'ils veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas à le faire ou réagir simplement, donner votre opinion. Si ça vous a aussi donné envie de participer à un tournoi de Béour ou déjà le découvrir dans un club, vous entraîner, tester. Quel serait Je peux parler par exemple. Ok, j'ai Oui, l'idée. dis-moi. Ah, pardon. Quel serait le pays dans lequel tu souhaiterais vraiment pouvoir concourir pour, par exemple, leurs armures ou leurs compétences ou justement parce qu'ils sont premiers ou parce qu'ils ont pu se démarquer à travers les années? Quel serait le pays où tu souhaiterais combattre ou contre lequel tu souhaiterais te mesurer? J'aurais envie de dire Pologne et Ukraine, mais enfin, j'ai déjà combattu enfin, j'ai déjà fait des duels contre un Polonais. Et je suis littéralement, enfin, on avait le champion du monde en 2019, c'était en Ukraine. Donc, du coup, j'ai déjà eu. Donc, le souhait, c'est déjà un peu exaucé, quoi. Ouais. Mais globalement, ouais, Ukraine et Pologne, c'est vraiment dans les meilleurs D'accord, pays, ouais. quoi. Et si vous avez l'occasion de vous battre contre des gens qui viennent de là-bas, bah, vous apprendrez vite aussi. D'accord. Bah oui, parce que justement, ils ont l'expérience en plus
Ils sont très bons. Ouais, ils sont bons. Tu fais vraiment. Et tu voulais nous partager justement autre chose? Oui, bah, je pensais, parce qu'en fait, dans le béour, le terme béour français est un peu un problème par rapport aux autres langues, parce qu'en fait, la traduction directe de béour dans les autres langues, c'est beheurt, mais en anglais ou dans les autres langues, ça s'applique uniquement au combat de groupe. Quand il parle du combat de groupe et des duels un contre un, il parle de medieval combat, ou de combat médiéval. Alors que nous, en français, béour s'applique aussi bien au combat de groupe qu'au combat en duel, par exemple. Donc moi, je peux dire en français, je peux dire je suis un duelliste en béour. Ce serait une ineptie de dire ça en anglais. Traduction anglaise. Et du coup, je pensais peut-être montrer un peu la différence qu'il y a entre certains trucs pour le béour ou pour le duel. Typiquement, par exemple, donc ça c'est une brigandine. Est-ce que ce qu'on porte sur le dos? Tu sais la mettre un petit peu plus dans l'axe de la caméra. Voilà. Donc ça, c'est une épaule pour le duel. Et là, c'est une épaule pour la mêlée. D'accord. On voit un peu qu'il y a une différence. Ouais, plus grosse là, oui. Exactement. De l'autre côté, on voit bien ici que ici, mon omoplate est bien protégé pour la mêlée. Et par contre, au duel, on s'en fout un peu, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple typique de différence. Différents équipements entre le duel et la mêlée. Certains mecs ont carrément une armure complète pour l'un et une armure complète pour l'autre, par exemple. Ça arrive encore bien souvent. Ou typiquement dans les armes, ça c'est une épée à une main pour les duels. Comme en mêlée, le but, en duel, on cherche à marquer les points. Du coup, il faut frapper l'adversaire pour avoir ses points. Oui. En mêlée, vu que le but est de mettre l'adversaire par terre, ça c'est pas assez pour mettre le par terre. Il faut un truc qui fasse plus mal, entre guillemets, plus d'effet. Du coup, en mêlée, ce sera le fauchon. Ah oui, le fauchon. Le fauchon, le fauchon, c'est littéralement une machette médiévale, en fait. Oui. Vous pensez à une machette, mais en mode médiéval, c'est un fauchon. Et c'est plus lourd alors que... c'est amusant. On voit rarement des fauchons dans les films et des machins comme ça, alors que c'était super présent au Moyen-Âge. Tu regardes les tapisseries et les gravures, tu vois plein de mecs avec un énorme bazar comme ça, parce que c'était un peu l'arme du combattant qui n'est pas chevalier, c'était fauchon souvent. Et les belles épées, c'était pour les chevaliers, ça. Et je vois que tu as 2 casques derrière toi. Oui. Est-ce que tu les utilises dans des types de combats particuliers? Celui-là, c'est celui que j'avais depuis un moment. C'est le plus vieux. Et ça, c'est celui à droite. C'est à ma droite, bien sûr. Celui-ci, c'est un casque c'est un nouveau. Enfin, je vais le recevoir et du coup, je vais le mettre aussi pour qu'on puisse le voir. D'abord, un truc fait amusant, c'est que ce casque-là est l'évolution directe de celui-là au niveau historique. La logique est voulue? Non, absolument pas. En un sens, oui, en un sens, j'ai plus la même logique, mais c'était pas exprès. Mais en gros, donc avant, les gens, ils avaient ça, c'était un bassinet. Et cette partie-là, bon, ici dans le cas du mien, elle est riftée parce que c'est un casque qui est pratique. Mais en vrai, il y avait une espèce de loquet qui faisait tomber le nez. Et par les trous ici, la cotte de maille est attachée. Du coup, le mec, en temps normal, il portait son casque avec son visage à découvert, avec le nez qui pendait. Et puis quand il faisait l'action, il mettait son nez, il le clapait avec de la chaîne de main, avec de la cotte de maille ici. Et il faisait son affaire. Et ils se sont dit, ça protège quand même pas assez de la cotte de maille devant le visage avec un nez. Du coup, ils ont adapter les visières, comme ici. Et si on compare les deux casques, globalement, la structure est vraiment la même. Et du coup, au lieu d'avoir un bête nez, ils se sont dit non, on va avoir un clapet maintenant. C'est quand même vachement mieux. Et ensuite, l'évolution de ça, c'est que les mecs qui ont fait directement les casques après, ils se sont dit attends, on va pas s'amuser à mettre un truc au-dessus, on va directement mettre des attaches sur les côtés. Et l'évolution de ce casque-là, c'est le casque avec une visière qui est directement faite pour ça, où la visière est attachée sur les flancs. Et oui, donc, en fait, quand j'ai un peu suivi la même logique, parce que j'avais un peu marre de chaque fois réparer la maille qui sautait là-dessus de tous les duels. Du coup, avec un peu de chance, j'aurais moins de maille à réparer. Oui, parce que du coup, oui, ça te demande pas mal de travail après les tournois, après les affrontements, pour pouvoir réparer les petites mailles qui se sont cassées, que tu fais justement toi-même à la main. Ouais, réparer la maille, c'est vraiment... C'est le truc qui m'amuse le moins. Sinon, en général, comme réparation à faire, c'est débosseler, changer les cuirs, parce que les cuirs cassent, ça arrive souvent, ça. Recoudre aussi. En général, la première chose qu'on apprend à faire quand tu fais du béour, au niveau aptitude pour réparer, c'est à coudre. Tous les mecs qui font du béour, ils ont une petite perceuse pour faire des trous dans le cuir aussi. Ça, ils ont tous un kit de couture, ils ont tous une petite perceuse. Et ensuite, la chose que tu apprends ensuite, c'est à utiliser un marteau pour débosseler. Et à mettre des rivets aussi. Lequel de ces 2 casques est-ce que tu préfères? Est-ce que tu as déjà testé les 2 en tournoi? Non, j'attends. L'autre tout neuf, du coup, je l'ai pas encore testé. J'attends de le tester. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Okay. Ah ouais, il est tout neuf. En général, le premier test à faire, un test à faire quand on a un nouveau casque et qu'on veut vraiment être sûr qu'il tirera bien dans un tournoi, c'est de demander à ses amis de donner des coups de poing. Avec un bouclier ou quoi, c'est vraiment frapper de face. Si le casque a un problème et qu'il est mal réglé et que du coup la plaque avance et qu'elle tape sur mon nez, ça va pas le faire. Non.
Du coup, voilà. Du coup, il faut absolument être sûr, quand on a un casque, qu'on puisse prendre des pêches sans se faire mal, sans se faire toucher au visage. Ok. C'est le premier test, c'est le test le plus basique à faire avec un casque. Par rapport au fait de recevoir des coups dans le visage, est-ce qu'il y a un rembourrage à l'intérieur qui te permet d'amoindrir les chocs? Oui, le casque est rembourré. Ça arrive encore souvent que sous le casque, les gens mettent ça aussi. C'est une cale de rugby moderne. Ah oui, je vois. Ouais. Ça, c'est beaucoup. Ça, tous les tournois, tu vas toujours voir 15 mecs avec ça. Sinon, tu as aussi une version plus historique qui est. Mais ça marche mieux, ça. Et c'est ça, plus un rembourrage au niveau du casque aussi. Donc, c'est vraiment. Ouais. C'est ça que vraiment, des idées reçues par rapport aux armures, c'est des fois les gens s'imaginent qu'on a toujours une pièce d'armure qu'on a directement la chair en dessous. Oui. Il y a toujours un rembourrage sous une pièce d'armure. Ouais, Parfois pas assez, du coup, parfois on rajoute même des mousses modernes en dessous. Ah oui. Ça se fait encore bien souvent d'ajouter des choses modernes sous le rembourrage ou sous l'armure pour être sûr de bien amortir les chocs. Une facette qui pour moi est vraiment que j'aime vraiment bien dans le Béour, c'est le fait que tout le monde est copain dedans quasiment. Oui, ce côté Tout le monde est fraternité, camaraderie. Oui, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que, encore une fois, le fait que malgré qu'il soit très violent, qu'il y a très peu de blessés ou d'accidents, fait du coup, il va y avoir deux équipes qui vont se massacrer les uns les autres. Et genre, parfois, au milieu du round, parfois, il y a un type qui se fait taper dessus par deux autres avec un grand coup de hache. Le mec tombe par terre et les autres vérifient. Ça va? Il demande si ça va avant de s'en aller. Donc, tu as constamment une vérification. Tiens, oui. Et c'est. Ouais, dès que les combats sont finis, tout le monde est copain. Donc, ça, c'est vraiment ça qui est génial. Il y a peu de sports où tu peux vraiment tabasser un mec et puis se serrer sans la animosité. Main, se prendre dans les bras après, absolument. boire un Tabasser bon quelqu'un, il n'y a aucune animosité par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment... C'est chouette. Ouais. Ouais, tu nous parlais justement au début de live que vous apportiez chacun vos alcools pour l'après-Béour, pouvoir justement partager les breuvages de chaque culture, de chaque pays. Le bien nommé échange culturel. Ouais, c'est le meilleur échange, hein, le plus agréable. Clairement, oui. N'ayez pas peur d'essayer. Et ça marche aussi pour ceux qui en font déjà maintenant et qui, des fois, il y a un tournoi où ils pourraient y aller parce qu'ils ont l'équipement. Ils sont « Ah, mais je suis pas sûr d'être pas être... Non, n'ayez pas peur d'y aller. » N'ayez pas peur, faut vraiment pas avoir peur d'apprendre. Parce que des fois, j'en connais qui partent. Parce que des fois, maintenant, en plus, on fait aussi des tournois de soft. Ça veut dire que des tournois où on n'est pas obligé d'avoir une armure complète pour participer. Parce qu'on peut aussi participer avec des épées en mousse et un équipement qui est beaucoup plus accessible. Peut-être moins impressionnant, justement, pour ceux qui veulent se lancer, qui auraient peur d'avoir des bleus, ou qui, justement, auraient ces idées reçues de pouvoir se fracturer le bras, la jambe, et qui pourraient justement tester le Béour en mode plus soft, avant de vraiment commencer le Béour en tant que tel. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos abonnés que s'ils veulent rejoindre des clubs en Belgique, on a les Dragons d'Armes à Liège, les Auream Excubitores à Charleroi et les Green Bastards à Gand. Je mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à les checker. À vous lancer si vous voulez tester. Franchement, allez-y, comme vous a dit Emmanuel, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'en profite pour vous dire que si ce live vous a plu, il y aura évidemment une rediffusion. Voilà, ne pas hésiter à partager le live autour de vous si ça vous a plu. Voilà, le partager avec des amis qui seraient intéressés eux aussi, qui voudraient découvrir ce type de discipline. Et évidemment, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, les prochains lives. Merci Emmanuel d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir été présent dans ce live et à très bientôt.